Imaginez un peu la scène. La finale d'une coupe continentale. Le pays entier retient son souffle. Et là, un but. L'unique but. Celui qui fait de vous un héros national. Maintenant, avance rapide. Moins de 2 jours plus tard, le même héros est en Espagne, sur un terrain d'entraînement, en train de s'étirer. Le contraste est saisissant, non? C'est ce grand écart qu'on va explorer aujourd'hui. On va s'appuyer sur un article qui capture ce moment précis, le retour du footballeur sénégalais Pape Alassane Gueye dans son club, Villarreal, juste après avoir été l'homme du match de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. L'idée, c'est de décortiquer ce que ça révèle sur la psychologie d'un athlète, la pression du calendrier, et surtout comment on passe du statut de héros d'un peuple à celui d'employé d'un club, en quelques heures. Et derrière, il y a une machine qui, elle, ne s'arrête jamais. Et ce texte, même s'il est court, c'est une fenêtre parfaite sur cette double identité qui s'entrechoque. Le héros pour la nation et le joueur pour son club. Alors allons-y, le concret. Pape Gueye arrive à Villarreal un jeudi. Bon, en soi, rien d'exceptionnel pour un international. Sauf que là, le contexte change absolument tout. Il ne revient pas juste d'une trêve, il revient avec une aura quasi mythique. C'est lui, l'unique buteur de la finale. Ah oui, et contre le Maroc en plus. C'est ça. Et le texte précise même que le but a été marqué à Rabat, c'est-à-dire chez l'adversaire. La charge symbolique est à son maximum. Il n'a pas seulement gagné, il a en quelque sorte conquis. Du coup, dans le vestiaire, ce n'est plus simplement Pape qui revient. C'est le champion d'Afrique, l'homme qui vient de marquer l'histoire. Exactement. Et le vestiaire, comment il réagit? L'article nous le décrit bien. Pas de jalousie a priori, mais plutôt du respect, de l'admiration. Il est dit que ses coéquipiers ont fêté le héros. Ils l'ont salué, ils n'ont pas manqué de lui souligner son but fantastique. C'est un détail qui est fondamental. C'est la reconnaissance par les pairs. Eux, ils savent ce que ça représente. Ils ne voient pas juste la coupe, ils voient la pression qu'il a dû gérer pour marquer ce but-là, à ce moment-là. C'est une validation. Tout à fait. Mais ça pose une vraie question de management. Tu vois, comment on réintègre un joueur qui est sur un tel nuage? Est-ce qu'on le fait redescendre en douceur ou est-ce qu'on surfe sur cette confiance? C'est un vrai défi. Surtout que le joueur lui-même, il a l'air de planer. Ses premiers mots sont très révélateurs. Il dit, je cite, « Je suis très très heureux, c'est un rêve depuis tout petit que j'ai accompli. » Ah, cette phrase est magnifique. Oui, Parce qu'il ne parle pas d'objectif de carrière, il ne parle pas de prime, il parle d'un rêve d'enfant. Ça connecte l'exploit à quelque chose de très pur, de très profond. C'est l'accomplissement d'une vie, en fait. et c'est là qu'on pourrait s'arrêter, sur l'image du rêve réalisé. Mais il y a une autre phrase, presque lâchée comme ça. Oui, celle qui change toute la perspective. Il dit « C'est la 2e fois, donc je suis heureux. Voilà, la 2e fois. Et là, on bascule dans une autre dimension. » Ah oui, ce n'est plus du tout la même histoire. Exactement. Le texte nous rappelle qu'il avait déjà gagné la CAN en 2021. C'était sa toute première participation. Donc la première fois, c'est le conte de fées, le rêve, l'exploit inattendu. Mais la deuxième, c'est la confirmation. C'est la preuve que ce n'était pas un coup de chance. C'est ça. On passe du statut de surprise à celui de patron, de gagnant en série. Et mentalement, c'est peut-être encore plus dur de gagner la 2e fois que la première. La pression est différente. On passe de l'outsider à celui qu'on attend au tournant. Et le fait qu'il le vive avec le même bonheur simple, ça montre une force mentale assez folle. Il n'est pas blasé, il est juste heureux. Une sorte de régularité dans l'exceptionnel. C'est une statistique qui parle, hein. 2 participations, 2 victoires. On n'est plus juste dans le rêve d'enfant, on est dans le territoire des très grands athlètes, ceux qui savent comment gagner. Et c'est pile à ce moment-là, au sommet de la gloire, que la réalité du club vient le percuter. Le choc des réalités. La transition est d'une brutalité. On peut le dire, oui. D'un côté, on a le temps long de la célébration nationale et de l'autre, le chronomètre impitoyable du championnat. Et ce chrono, il est vraiment implacable. Il rentre le jeudi, Entraînement le jour même. le jour même, et le samedi, donc moins de 48 heures plus tard, il y a match. Et pas un petit match pour se remettre en jambes. Ah non, match de La Liga contre le Real Madrid. La descente sur terre est verticale. C'est ça. Et sa propre phrase résume tout. C'est un condensé parfait de cette dualité. Il dit, avec un grand sourire, « J'ai besoin de me détendre un peu, car nous avons un match samedi. » Ce petit mot « car ». C'est la clé de tout.
Il est incroyable. La détente n'est pas une récompense, ce n'est pas pour savourer, Non, c'est un outil. c'est un outil de récupération. Exactement. Le repos devient une partie intégrante du travail. C'est une vision hyper pragmatique de sa propre gloire. Et il faut voir la machine qui se remet en marche immédiatement. L'adversaire, le Real Madrid, ça ajoute une couche de pression. Physiquement, est-ce que c'est même possible d'être prêt après le décalage horaire, la fatigue du tournoi, la décompression émotionnelle? Physiologiquement, c'est un cauchemar. Le corps a subi un stress immense. Le risque de blessure est démultiplié. C'est sûr. Mais c'est là que le mental prend le dessus. On parle souvent de code switching, cette capacité à changer de langue. Et bien là, c'est une sorte de code switching identitaire. Il doit éteindre le mode héros du Sénégal. Et allumer le mode milieu de terrain de Villarreal. Voilà. Et il doit le faire instantanément. Et on sent qu'il le fait de manière très consciente, très pro. Il n'attend même pas qu'on le lui dise de le faire, il l'anticipe. Il mentionne avoir vu les messages des supporters de Villarreal. Ah oui, c'est très malin ça. Ça montre qu'il n'a jamais totalement coupé le lien. Il dit « Merci à tous les supporters de Villarreal et en Espagne ». Il réactive son autre identité. Il montre qu'il est déjà de retour. Pas juste son corps, mais sa tête aussi. Et la phrase finale est sans aucune ambiguïté. « Je veux aider l'équipe Sambi. C'est un match très important, donc je veux être au top. » C'est limpide. Le jeu du héros qui a marqué le but est redevenu un jeu au service de l'équipe. En quelques secondes, face caméra, il a publiquement redéfini ses priorités. Le passé, même s'il date de 48 heures, est déjà classé. Mais on peut se poser la question, est-ce que c'est sain? Est-ce qu'on ne demande pas à ces sportifs de compartimenter leurs émotions à un niveau qui est presque contre nature? C'est toute la question. On leur demande d'avoir un interrupteur on-off pour des sentiments qui, chez n'importe qui d'autre, prendraient des semaines à digérer. Passer de la communion avec tout un peuple à la concentration glaciale qu'il faut avoir face à des joueurs comme Modric. C'est une compétence, clairement. Ça se travaille avec des psychologues du sport, cette capacité à se réancrer dans le présent. Mais ça a un coût, forcément. Une fatigue mentale, invisible, qui doit s'accumuler quelque part. Ce qui est fou, c'est qu'il ne donne pas du tout l'impression de subir. Au contraire, il a l'air de trouver ça normal. Je pense que pour cette génération, c'est devenu la norme. Ils sont formés très jeunes à gérer cette fragmentation de leur identité. Ils sont à la fois des icônes nationales, des actifs pour un club, des marques sur les réseaux sociaux. Leur capacité à jongler avec ces rôles est devenue aussi importante que leur qualité de passe. Donc si on résume, ce qu'on a vu, c'est vraiment l'anatomie d'une transition express. Le portrait d'un champion qui touche un rêve d'enfant pour la deuxième fois, mais qui est tout de suite rattrapé par la centrifugeuse du foot business. C'est exactement ça. Et il ne lutte pas contre, il accompagne le mouvement. C'est la quintessence de l'athlète moderne. On voit la façade, la communication parfaitement maîtrisée, le contrôle total. C'est vrai. Et ça nous laisse avec la question qui reste en suspens finalement. Bah oui, la question que le texte ne peut pas nous dire. On a vu l'extérieur, la performance publique de cette transition, mais à l'intérieur, comment un être humain, au fond de lui, gère ce grand écart? Comment le corps, qui vibre encore de l'euphorie d'un titre, accepte de se plier à la discipline d'un match de championnat, où il n'est plus le héros unique, mais juste une pièce du puzzle? On admire leur résilience, mais on ne voit jamais le prix à payer. Et on peut se demander si cette capacité à tout compartimenter est une force, ou si c'est une forme de déconnexion, nécessaire pour survivre, mais peut-être un peu dangereuse pour l'équilibre à long terme. C'est peut-être ça, le vrai défi invisible de ces champions.